Bonsoir. Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 10. Moins il y en aura, mieux ce sera. Chaque soir, les équipes hospitalières, soignantes, médicales, en clair, les héros de cette crise sont applaudis. Mais à Monaco, on en fait toujours un petit peu plus. Et après les cornes de brume du soir, au petit matin, c'est la petite sirène monégasque, Pierre Frolat, qui se lève au milieu du port. 5h50, bonjour Monaco. Et au petit déjeuner, les familles monégasques font de l'exercice ensemble. T'as différentes tailles et différents poids après si tu veux. Ça c'est l'échauffement. Voilà. Après tu le fais avec Sacha. Ouais. Et après avec Lucas. Ou pas. Allez, dans cette édition, nous vous proposons de faire un point très complet sur la préparation du CHPG avec sa directrice, Benoîte de Sévlinges. L'hôpital a-t-il assez de masques? Pourquoi les tests ne sont-ils pas finalement analysés directement ici à Monaco? Comment sont pris en charge les patients suspects d'infection? Dans quelle mesure le CHPG a-t-il recours à la chloroquine? Nous aurons beaucoup de questions à lui poser. Que se passe-t-il lorsque des monégasques ou résidents sont bloqués à l'étranger et qu'il n'y a pas d'ambassade de Monaco? Ils peuvent recourir au réseau diplomatique français qui compte 165 ambassades dans le monde. Nous serons en duplex avec Laurent Stefanini, c'est l'ambassadeur de France ici en Principauté, et nous évoquerons également avec lui la coordination franco-monégasque dans les mesures prises face au coronavirus. Mais tout de suite, le point info avec Alexandra Pani. Bonsoir Yann Anthony, vous en parliez en début de semaine lors de votre entretien avec le président du Conseil national. Le comité mixte de suivi du Covid-19 a été institué par ordonnance souveraine ce jeudi 26 mars. Un comité qui a pour vocation de gérer la crise sanitaire due à la propagation du virus Covid-19. Présidé par le ministre d'État, il est composé des membres du gouvernement et de 5 membres du Conseil national désignés par son président. Ce comité veut reprendre le souhait d'unité nationale formulé par le prince souverain. Vous avez pu suivre sur notre antenne les différentes mesures prises par le conseiller pour les finances et l'économie, Jean Castellini. En cette période de crise, la situation d'un grand nombre d'entreprises est mise en péril. Un service dédié a été créé pour répondre à toutes vos interrogations. Rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran ou contactez-les par email covid19entreprise au pluriel @gouv.mc. Et pour terminer ce point d'information, je m'adresse à tous ceux qui avaient des rendez-vous prévus chez le dentiste. Sachez que l'Ordre des chirurgiens dentistes de Monaco a annoncé la fermeture temporaire des cabinets dentaires au public pour éviter la propagation du virus. Les cabinets resteront tout de même disponibles par téléphone ou par email pour des téléconsultations et bien entendu pour des urgences. Merci Alexandra. Les dentistes qui vont donc rester disponibles pour les urgences. Le CHPG lui aussi continue d'accueillir les patients nécessitant des soins urgents ou qui ne peuvent être reportés car il n'y a pas que le Covid-19. Comment le CHPG s'est-il mis en ordre de marche pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent? Nous sommes en duplex avec la directrice du centre hospitalier Princesse Grace. Bonsoir Benoît de Sévlinges. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et de participer à cette émission Monaco face au Covid-19. Déjà, un premier point, combien de personnes sont contaminées aujourd'hui en Principauté et combien de personnes sont hospitalisées au CHPG? Alors, le nombre de personnes testées positives en Principauté est de 35, dont une personne qui a été guérie, toujours notre premier patient. À l'hôpital, nous avons actuellement 8 patients hospitalisés dans l'unité dédiée conventionnelle et un patient en réanimation.
Voilà, c'est intéressant parce que vous introduisez une nuance dans ma question. Moi, j'ai dit combien de personnes sont contaminées. Vous dites le nombre de personnes testées positives. Parce qu'on imagine qu'il doit y avoir bien d'autres personnes contaminées et qui ne présentent pas de symptômes et qui n'ont pas été testées. On évoquait la semaine dernière, ensemble, le pic à venir. Et on pensait qu'il arriverait jeudi de cette semaine. A priori, ce n'est pas le cas. Ça prend un petit peu plus de temps. Alors, effectivement, on n'est pas dans le pic épidémique. On pense d'ailleurs, on se prépare pour les 15 prochains jours plutôt davantage. En revanche, on note des patients qui sont plus sévères que ceux que l'on avait auparavant. Et du reste, on hospitalise davantage, hein, puisque là, je vous ai donné le chiffre de 8 hospitalisés. À nuancer, puisque nous avons déjà un patient qui est sorti et 2 autres qui sont sortants aujourd'hui, donc que je ne comptabilise pas. D'accord. Comment vous préparez-vous? C'était intéressant parce qu'on était avec Hassan de Monaco, qui est à la fois humoriste et infirmier anesthésiste, qui reprenait du service au CHPG cette semaine et qui nous disait qu'il s'attendait à une formation. Comment formez-vous votre personnel? Alors, il y a eu plusieurs types de formations différentes en fonction des publics. Les premières formations qui ont été refaites, c'était celle du port du masque. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le port du masque, ça se fait pas n'importe comment. Et donc, un certain nombre de personnels qui n'avaient pas forcément l'habitude d'en porter, quand bien même ils étaient soignants, ont dû se réhabituer à ça. Et surtout que c'est un port du masque prolongé. On n'est pas sur je mets un masque, je rentre dans une chambre, je fais un soin et je l'enlève. Une deuxième type de formation qui est le protocole d'isolation gouttelettes. Comme vous le savez, le virus se transmet par les gouttelettes. Donc, on a tout un protocole avec un habillage, une technique d'habillage, une technique de déshabillage à réaliser. L'ensemble du personnel, là encore, a été reformé, puisque ça fait partie des cursus initiaux, bien sûr, reformé à ça, pour que dans toute situation, ils puissent se protéger de manière efficace. Alors, ensuite, on a eu un autre type de formation qui a visé davantage l'équipe d'anesthésie-réanimation, dont fait partie Hassan en l'occurrence, avec la constitution d'une chambre de simulation où on a fait semblant d'intervenir sur le patient en urgence extrême, de manière lambda, et on a pu mettre en place comme ça un certain nombre de protocoles et un certain nombre de bonnes idées. Par exemple, pour éviter aux soignants de retourner souvent dans la chambre et permettre aux patients de s'exprimer, la chef de réa, Isabelle Rouquette, le professeur Isabelle Rouquette, a installé des babyphones dans les chambres. Donc c'est un petit peu une petite astuce, une petite inventivité que j'évoquais par ailleurs. Et là, la troisième balle de formation, je dirais, c'est les personnes qu'on requalifie ailleurs. Donc par exemple, nos chirurgiens, qui aujourd'hui sont assez inoccupés, se sont proposés pour assurer le tri aux urgences en cas d'afflux massif de patients. Et donc là, ils sont en doublure aux urgences pour réapprendre ce métier-là qu'ils ont fait pendant leurs études, mais sur lequel ils ont besoin de rappel. Ah, le tri aux urgences, c'est intéressant ce que vous dites, Benoît de Sèvlinges. Nous sommes allés au centre d'appel Covid-19. Nous sommes allés suivre une consultation, une téléconsultation entre un médecin et un patient qui a été testé positif au Covid-19, mais qui est confiné chez lui. On écoute cette discussion. Monsieur, bonjour, c'est Dr Materpara de la cellule de suivi du Covid-19 à Monaco. Je vous appelle concernant votre suivi avec vos symptômes qui ont débuté depuis 2 jours. Comment allez-vous? Vous allez mieux? D'accord. Vous avez encore de la fièvre? Non? D'accord. Plus de frissons, plus de courbatures? Parfait. Voilà donc pour les téléconsultations au centre d'appel Covid-19. Une fois que les patients présentent des symptômes plus graves, ils sont envoyés au CHPG. Quel est le parcours de prise en charge d'un patient, Benoît de Sèvlinges, une fois qu'il arrive au CHPG? D'accord. Alors, d'abord, il y a la manière de venir. Donc, c'est les pompiers, c'est nos amis et partenaires les pompiers qui sont aussi extrêmement engagés dans cette crise, qui vont amener le patient. Celui-ci arrive aux urgences et donc nous avons aujourd'hui 2 services d'urgence complètement identifiés. Un service d'urgence qu'on a surnommé Covid et un service d'urgence lambda pour les autres situations qui ne nécessitent absolument pas ce type de précaution. Donc le patient va être orienté vers les urgences Covid dans lesquelles on va faire un examen clinique tout d'abord parce que la première chose à faire, c'est prendre en charge l'urgence s'il y en a une. Ensuite, il va être prélevé
Et comme j'ai pu vous l'expliquer, le résultat du prélèvement prend beaucoup de temps actuellement. Donc ce patient, s'il doit être hospitalisé, on va le passer d'abord au scanner pour avoir une image de sa situation pulmonaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les médecins voient un certain nombre d'images qu'ils qualifient de caractéristiques. Ça va les aider dans leur diagnostic derrière. Donc le prélèvement part, le patient est hospitalisé dans un des secteurs de l'unité dédiée, qui est en fait une sorte de secteur d'attente des résultats de prélèvement. Donc on va prendre toutes les précautions comme s'ils étaient contaminés, et en même temps, on ne va pas du tout les mêler aux cas qui sont avérés. D'accord. À partir de ce moment-là, on va recevoir le résultat du prélèvement. Entre-temps, on aura donc eu les résultats de radio. On aura éventuellement un bilan biologique, parce qu'on va tester systématiquement, par exemple, la grippe, les symptômes étant quand même assez comparables. Il y a également un examen clinique par les médecins. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, la clinique reste prédominante dans l'analyse de la situation globale du patient. Quand le résultat du prélèvement arrive, il sera positif ou négatif, et à ce moment-là, le patient pourra être réorienté dans la bonne filière, soit une filière Covid, qui peut être à l'hôpital ou à domicile, parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer l'effet de l'angoisse chez ces patients qui sont à la maison et qui peuvent avoir du coup des symptômes physiques qui vont être calmés par une simple nuit en hospitalisation et un examen clinique par un médecin dans un milieu hospitalier. Et si le patient est diagnostiqué négatif, eh bien, il va partir soit à domicile, là encore, soit dans une unité d'hospitalisation classique. 2 points. Les prélèvements. Aujourd'hui, les tests sont pratiqués où et surtout analysés où? Ils sont analysés en France? Alors, l'analyse est réalisée en France. Oui. Pour le circuit hospitalier et urgent, où des patients à hospitaliser, ils sont réalisés au CHU de Nice. D'accord. Et pour le circuit externe, c'est-à-dire des prélèvements qui sont faits uniquement sur les personnels des organismes d'importance vitale et force publique et santé pour résumer, ceux-là sont envoyés dans un laboratoire privé à Paris, puisque ce sont des patients qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés, donc qui peuvent parfaitement attendre 24 à 48 heures à domicile, confinés évidemment, d'avoir le résultat. Dans quelle mesure pourrez-vous, vous au CHPG, procéder à des tests même rapides? Alors, nous disposons des automates de tests rapides. Ces automates, ils sont utilisés pour d'autres PCR, par exemple celle de la grippe. Je reviens à cette comparaison-là. PCR? Par contre, le réactif qui est nécessaire pour détecter le coronavirus, actuellement n'a pas reçu la validation médicale des autorités de santé. D'accord. Donc, nous sommes dans les starting blocks, nous avons procédé à des précommandes. Tant que nous n'avons pas cette validation médicale, nous ne pouvons pas démarrer, et nous pourrons démarrer dès que celle-ci sera acquise. Qui pourrait arriver quand, cette validation médicale? On pense que ce sera dans les premiers 15 jours d'avril. D'accord, très bien. Bon, on attend ça au courrier avec impatience. Oui. Pour les masques, pour vos équipes, vous en êtes où? Est-ce que on sait qu'il y a une pénurie de masques? Est-ce que vous, au CHPG, rassurez-nous, vous avez des masques pour l'instant? Alors, on a reçu une dotation de la France hier matin, enfin avant-hier soir pour être exact, pendant la nuit, qui nous a très franchement beaucoup soulagés. J'imagine. D'autre part, Ouais. les importations de Chine ont vu leurs restrictions levées, donc on pense que l'ensemble des masques qui ont été commandés à la fois par l'hôpital et par la principauté vont arriver rapidement. Il faut continuer à ne pas les gaspiller parce que d'abord, combien de temps cet approvisionnement sera sécurisé, personne ne peut le dire. Et d'autre part, il faut se dire que les pays sont touchés successivement. Donc il y aura d'autres pays qui auront des pénuries de masques. Et à ce moment-là, si Monaco a terminé avec le coronavirus, et c'est tout ce que je souhaite bien évidemment, il faudra pouvoir être en mesure d'aider les autres pays. Là, on sent, quand on vous écoute, Benoît de Sévlinges, que c'est le calme avant la tempête. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez vraiment eu le temps de bien vous préparer, de réorganiser le CHPG. Qu'en est-il d'un point de vue psychologique? Parce que ça va être très difficile à la fois pour les patients, pour leurs familles et pour le personnel. Les semaines à venir risquent d'être très difficiles. Tout à fait. Alors, au sein de l'hôpital, je vous avoue qu'en ce moment, l'ambiance est un petit peu lourde, dans la mesure où on a passé beaucoup de temps à se préparer. On a tous travaillé comme des fous pour réussir à changer complètement l'organisation de l'hôpital, à réinventer nos modes de prise en charge. Et là, on attend. Donc l'attente, par essence, elle est un petit peu difficile.
on a une participation qui est collective. C'est-à-dire que les équipes de santé mentale se sont posées en disant comment est-ce que nous, on peut aider. Les équipes de soins palliatifs ont fait la même chose. Et le comité d'éthique de l'établissement s'est mobilisé également. Donc, on va avoir un dispositif d'accompagnement des familles, des patients et des personnels sur le plan psychiatrique et éthique, sur le plan psychologique. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce par que exemple, pour alors, le personnel, puisqu'aujourd'hui, on a psychologique et peu de psychiatrique, je patients. comprends. Éthique, ça veut dire quoi? Alors, on va devoir être amené à faire un certain choix dans l'intensité de la prise en charge qu'on va amener. D'accord, Est-ce que tel patient d'accord. va être amené en réanimation ou pas? Est-ce qu'on va aller sur tel traitement pour tel patient ou pas? C'est difficile de faire ces choix-là quand on est dans l'urgence et dans l'action. Or, c'est la situation que l'on redoute. Donc, des équipes qui ne sont pas impliquées directement dans les soins se sont mises à disposition pour pouvoir être en appui et en conseil. Donc, ils vont être en accompagnement des équipes dans leur choix, mais ils vont être également dans l'accompagnement des familles, dans les fins de vie, il faut en parler, dans leur souffrance et dans le deuil qui peut être réalisé aussi auprès des soignants. Parce que dans un hôpital, ce qu'on veut faire, c'est soigner. Donc, l'apport des équipes psychiatriques et éthiques sur le plan santé mentale va être essentiel, à la fois pour les patients que l'on va soigner et leurs familles, et pour le personnel. Et pour vous donner une idée, actuellement, les patients qui sont hospitalisés dans l'unité dédiée bénéficient de consultations par un psychiatre et de téléconsultations pour les aider à passer cette période qui est difficile. Ils sont seuls dans leur chambre et ils sont malades. Très bien. Parmi les traitements qui nécessitent finalement aussi un arbitrage, la fameuse chloroquine. Donc j'entends que c'est utilisé, vous y avez recours au CHPG, mais la chloroquine visiblement peut avoir des effets indésirables, entraîner des problèmes cardiaques, entraîner des problèmes rénaux. Dans quelle mesure, vous, au CHPG, utilisez-vous la chloroquine ? Alors, il s'agit de l'hydroxychloroquine, qui est quand même une molécule qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait la même, avec des effets indésirables un petit peu moins forts. Donc, qui est associée à une autre molécule, l'azithromycine. Ce sont deux molécules qui sont connues dans le cadre de traitements qui sont définis par une autorisation de mise sur le marché. Comment ça marche? En fait, ces molécules-là, elles ont des bénéfices qui sont connus, par exemple dans les douleurs articulaires, et elles ont des effets secondaires qu'on appelle effets indésirables, qui sont également connus et qui sont avec un spectre très large. Dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché, ces molécules, elles sont indiquées pour tel ou tel traitement. Là, dans le cadre du coronavirus, évidemment, ça ne fait pas partie des traitements autorisés dans la mesure où c'est inconnu. Donc aujourd'hui, on a pu lire des publications, notamment des médecins chinois, sur les effets supposés bénéfiques de l'hydrochloroquine sur les malades du coronavirus. C'est également l'objet de l'étude marseillaise bien connue du professeur Raoult. Le problème, c'est qu'on en connaît les effets secondaires, mais on ne connaît pas encore réellement le bénéfice. Parce que pour ça, il faut avoir un temps de recul, et puis il faut avoir un nombre de patients suffisant, avec une étude qui est très sérieuse, qui est menée dans des milieux médicaux, où on va pouvoir réellement évaluer le bénéfice de cette molécule contre ne rien donner. N'oublions pas que la plupart des malades guérissent spontanément. À l'hôpital, le choix qui a été fait par un comité d'experts qui s'est réuni, qui a longuement discuté, il est de ne mettre en œuvre le traitement que sur des malades qui présentent des signes de gravité, que sur des malades qui sont donc hospitalisés avec une surveillance médicale extrêmement étroite. Pourquoi? Parce qu'il va falloir surveiller les effets indésirables de ces molécules et uniquement avec ce qu'on appelle un consentement libre et éclairé du patient. C'est-à-dire qu'on va expliquer au patient tous les risques qu'il prend à prendre ce traitement. On ne donne pas ce traitement. Aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances et dans l'état actuel des discussions qui sont réalisées au sein de l'établissement par des médecins qui sont experts, on ne le donne pas en traitement ambulatoire si les signes sont sans gravité. Donc, typiquement, le patient dont vous parlez, qui est confiné à la maison par son médecin généraliste, qui a un bon rhume, mais qui va bien. Donc là, on estime que ces patients-là, ils vont guérir tout seuls. Et que leur donner ce traitement,
c'est les exposer aux effets indésirables du traitement, alors que le bénéfice est plus que limité, pour ne pas dire inexistant. C'est l'état actuel des connaissances et c'est la rigueur scientifique des médecins hospitaliers qui a amené à rédiger ce traitement. Ce protocole de traitement pour être exact. Benoît de Sèvlinges, vous disiez à l'instant que l'état d'esprit, l'ambiance était lourde au CHPG. Pourtant, quand on regarde les vidéos que vous diffusez sur les réseaux sociaux, vous faites bonne figure, on regarde. Protégez-vous, restez chez vous, on vous aime. Aidez-nous à sauver des vies, restez chez vous. Protégez nos équipes, restez chez vous, on compte sur vous. On compte sur vous, restez chez vous. Prenez soin de nous, restez chez vous. On compte sur vous. Si vous voulez nous aider, restez chez vous. Ah, ça va. Vous voulez nous aider, restez chez vous. Restez chez vous et restez chez vous. Quédate en casa. Está a casa. Fica en casa. Reste à la maison. Reste à la maison. Zu Hause bleiben. Et nous complète. Tutti a casa. Stay at home. Bon, c'est très sympa cette vidéo, Benoît de Sèvlinges. Donc, quel est le conseil que vous, en tant que patronne du CHPG, vous donnez à ceux qui nous regardent? Continuez à nous soutenir et surtout, restez chez vous. Restez chez vous. Merci beaucoup, Benoît de Sèvlinges. C'était très clair comme toujours. Ça devient un rendez-vous hebdomadaire entre vous et nous. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et on espère que vous ne serez pas déjà dans le dur. On espère que ce sera repoussé le plus tard possible et peut-être même que ça n'arrivera pas. Merci, Benoît de Sèvlinges. Merci beaucoup, bonne soirée. Allez, c'est parti pour les infos pratiques avec Alexandra Pani. Yann Anthony, dans ce point information pratique, nous parlons souvent des élans de solidarité car il est important de les mettre en avant. Après la création d'un groupe Facebook consacré à l'aide pour les résidents à Monaco pendant le confinement, un site internet a vu le jour, www.aide-monaco.info. Il permet de recenser par quartier à l'aide d'une carte, comme vous pouvez le voir, les personnes proposant un service. Ils sont à ce jour une 50aine de volontaires à être inscrits. Et de notre côté, pour vous divertir pendant ce confinement, nous vous proposons, en collaboration avec les ballets de Monte-Carlo, de voir ou revoir leur création, l'occasion de se laisser porter par la poésie de ces ballets. Et le premier rendez-vous que nous vous proposons, ce sera ce samedi à 17h avec l'AC de Jean-Christophe Maillot. Merci Alexandra. Une monégasque et son fils sont bloqués au Pérou dans un hôtel à 17 heures de bus de Lima. Ils n'ont pour l'heure aucun moyen de rentrer à Monaco, qui n'a pas d'ambassade là-bas, au Pérou. Voilà un exemple de monégasques qui doivent alors s'en remettre au réseau diplomatique français. Nous sommes en duplex avec Laurent Stefanini, le représentant de la République française ici en Principauté. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, cher ami. Merci d'être avec nous et de participer à cette émission. C'est intéressant de parler avec vous à plusieurs titres. Monaco, nous disposons de 11 ambassades à travers le monde. Pour les autres pays, c'est grâce à la France que les personnes à l'étranger peuvent bénéficier soit de mesures de protection, soit de l'aide de la France pour le rapatriement. Dans quelle mesure avez-vous participé à cet effort? C'est bien volontiers que l'ambassade de France à Monaco, qui continue à fonctionner, s'occupe de manière privilégiée non seulement des monégasques, mais également des résidents étrangers à Monaco. Alors, ça nous est relativement simple, même si ça n'est pas facile, parce que nous avons un très bon réseau diplomatique à travers le monde, avec 165 ambassades, mais surtout, nous avons, si je peux dire, la possibilité de gérer le cas des Français bloqués à l'étranger, qui étaient il y a une dizaine de jours 130 000, qui sont encore aujourd'hui 30 000, et que parmi cette masse de Français que nous cherchons à faire rentrer
dans leur pays, à rapatrier, comme on dit, eh bien, il y a les quelques dizaines de Monégasques et de résidents à Monaco qui sont coincés à l'étranger et pour lesquels nous intervenons. Combien de cas avez-vous traité de Monégasques ou de résidents monégasques coincés à l'étranger jusqu'ici, monsieur l'ambassadeur? Alors, jusqu'à présent, c'est une vingtaine. Tous n'ont pas été rapatriés. Beaucoup sont en passe de l'être, c'est-à-dire que les choses se nouent en ce moment. Je pense en particulier à la Nouvelle-Zélande, je pense alors au Maroc, où il y avait quand même pas mal de personnes concernées, et je pense aussi au Pérou et à d'autres zones où nous faisons tout pour permettre ce rapatriement dans les meilleures conditions possibles. De manière plus générale, le fait que le territoire monégasque soit enclavé au sein du territoire français, lorsque la France, lorsque l'Élysée et Matignon décident de mesures telles que la fermeture des écoles, ou encore le confinement, ou encore le couvre-feu, est-ce que Monaco peut ne pas les appliquer? Ou est-ce que ça relève de notre souveraineté de dire oui, nous le faisons, non, nous ne le faisons pas? Alors, évidemment, ça relève de la souveraineté de Monaco de dire nous le faisons, nous ne le faisons pas. Mais je dois dire qu'en tant qu'ambassadeur de France, j'ai constaté depuis quelques jours qu'à chaque fois que la France prenait une mesure, les autorités monégasques l'évaluaient et voyaient en quoi elle pouvait être utile ou non pour la principauté. Le système juridique qui est en place en principauté n'est pas celui de la France. Et les mesures de confinement, qui sont très inspirées de celles qui ont été appliquées en France, d'ailleurs beaucoup plus inspirées de celles qui ont été appliquées en France que de celles qui ont été appliquées en Italie, l'Italie qui est quand même très proche également, ces mesures de confinement, elles sont, si je peux dire, menées avec discernement. Bon, vous avez eu un certain nombre de mesures qui ont été prises progressivement, en concertation avec la France et en application de la France. Je pense à une mesure en particulier, le couvre-feu. Bon, c'est vrai qu'un certain nombre de collectivités territoriales et ensuite la préfecture des Alpes-Maritimes a décidé de mettre en place une mesure de couvre-feu entre 22h et 5h du matin. Bon. Les autorités monégasques ont réfléchi, est-ce que c'est indispensable ? Est-ce que, compte tenu du fait que la plupart beaucoup de travailleurs en principauté de Monaco sont français, est-ce qu'il ne faut pas quand même le faire? Et finalement, la décision a été prise de manière très sage de l'appliquer aussi en principauté, ne serait-ce que pour éviter que des Français des communes voisines, des territoires voisins, viennent, si je peux dire, se distraire en principauté en disant eh bien là, le confinement et le couvre-feu applicable en France ne s'appliquent pas. En matière d'aide, d'entraide entre la principauté et la République française, le CHPG s'occupe d'un bassin de population d'un peu plus de 100 000 personnes. 115 000 personnes peuvent aller se soigner au CHPG. Donc ça inclut une partie de la population française autour des frontières monégasques. Ça, c'est une façon pour Monaco d'aider la France ? Bien sûr, c'est très utile. Et d'ailleurs, nous avons ce souci d'approvisionnement en masques. Les différents types de masques, des masques FFP2 et puis des masques chirurgicaux un petit peu plus classiques. Ce n'est pas un besoin spécifique à Monaco, c'est un besoin que l'on retrouve dans tout le bassin, que l'on a retrouvé en Italie, que l'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui en Italie, que l'on retrouve certainement en France de manière générale. Donc, autrement dit, ça n'est pas un besoin spécifique de la principauté de Monaco. Mais il est clair que nous avons eu un rôle, et nous avons toujours un rôle, dans l'explication à Paris des besoins spécifiques de la principauté de Monaco, qui sont à pourvoir, et que l'argument essentiel que j'ai mis en avant, c'est que le système de santé monégasque fait partie du système de santé de l'Est de la Provence, parce que l'essentiel des personnels soignants, 80%,
Et d'un autre côté, l'essentiel des patients, puisque je crois qu'on est à peu près à 60%, sont français, c'est-à-dire qu'aussi bien ceux qui animent le système hospitalier en principauté que ceux qui en bénéficient sont souvent français. Donc il y a une totale symbiose, une totale osmose qui fait qu'on ne peut pas traiter comme un pays étranger que l'on considère à distance la principauté de Monaco. Merci beaucoup Laurent Stefanini, ambassadeur de France en principauté de Monaco. C'était très clair, c'était intéressant d'avoir votre point de vue, votre approche, votre expertise sur la question du rapatriement des monégasques et des résidents monégasques à l'étranger, et puis aussi sur les relations diplomatiques entre la France et Monaco. Merci, à bientôt. Merci à vous et ne vous inquiétez pas, nous l'emporterons. Allez, c'est parti pour le best-of des réseaux sociaux. Oh! En raison d'une surcharge du centre d'appel d'aide psychologique, le syndicat national des psychiatres nous a demandé de vous lire ce communiqué. Étant donné que nous sommes inondés d'appels, nous vous informons que durant la période de quarantaine, il est tout à fait normal de parler aux murs, aux plantes et aux pots. Veuillez nous contacter uniquement s'ils vous répondent. Ceci est une blague, je répète, ceci est une blague. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h pendant cette crise. À demain sur Monaco Info.